Bonjour Stéphanie, bonjour à tous et merci beaucoup de participer à cette interview dans le cadre de l'événement de la PTCCB sur le mois des femmes qui met en avant les femmes qui s'engagent au niveau de la psychologie, de la santé mentale et des TCC en particulier. Voilà, donc merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Dis-moi, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, alors bonjour, merci Cyrielle pour cette proposition. Donc moi je suis Stéphanie Van Wallegem Maury et je suis maître de conférence à l'Université Paris 8 en psychologie. J'ai d'abord fait une formation de neuropsychologue, donc j'ai un master de neuropsychologie que j'ai obtenu à Chambéry. Et dans la suite du master, je me suis formée aux thérapies comportementales et cognitives dans le cadre d'un DU à Paris 5 et j'ai eu une pratique à la fois d'abord de neuropsychologue auprès d'enfants en service de neuropédiatrie et puis ensuite une pratique en tant que thérapeute cognitivo-comportementale à l'hôpital auprès d'enfants d'abord auprès d'enfants et de leurs familles dans un service d'immunohématologie pédiatrique et puis ensuite auprès de différents publics, notamment en maternité, en service de pneumologie et puis aussi en libéral. Donc j'ai eu la chance au cours de mon parcours hospitalier et puis mon parcours aussi en tant que psychologue libéral de rencontrer des personnes un peu à tous les âges de la vie et puis qui rencontraient différentes problématiques en lien soit avec une maladie somatique, soit avec des troubles psychopathologiques, soit avec un trouble neurodéveloppemental. Et de Ok, pouvoir avoir une super. approche... Ah, excuse-moi. Non, 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 je disais juste super, donc t'inquiète Voilà, et pas. d'avoir une approche à la fois, une approche globale qui intégrait le côté cognitif avec le côté, l'approche neuropsychologique quand il y avait besoin d'un bilan, et puis le côté affectif avec l'approche en thérapie cognitive et comportementale. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'être toujours dans des services hospitaliers dans lesquels on avait la possibilité de participer à des recherches cliniques. Et donc, ça m'a donné envie de faire une thèse en psychologie centrée sur l'attachement, qui vient du coup compléter cette approche en neuropsychologie et en thérapie comportementale et cognitive. Et je me forme actuellement à la thérapie des schémas, qui est une thérapie troisième vague TCC qui justement intègre neuropsychologie, attachement et bien sûr TCC. Voilà. Donc, du coup, mon parcours, il est voilà. J'ai été psychologue hospitalière de 2006 à 2018 et depuis 2019, je suis maître de conférence à l'université. Ok, super. Hey, enfin, c'est super riche du coup, ça me donne envie de poser plein de questions. Donc, juste rapidement, avant de parler de tes projets de recherche, j'aimerais juste qu'on revienne rapidement sur, voilà, travailler dans des services hospitaliers avec des enfants qui sont peut-être d'abord là pour des problèmes plutôt somatiques. Ça peut peut-être être pas forcément facile de trouver sa place quand on est psychologue. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus justement sur quelle est la place un peu du psychologue? Comment est-ce qu'on peut orienter notre travail dans ce type de service justement? Alors en fait, donc nous on avait la chance d'être deux, donc on était un binôme de psychologues et notre première mission c'était d'aller à la rencontre de chaque famille. Donc l'une ou l'autre, donc soit ma collègue, soit moi, on rencontrait chaque famille du service pour présenter en fait, pour nous présenter déjà. Et puis pour présenter le rôle du psychologue en service de somatique. Et le rôle du psychologue, il est lié au fait que quand il y a l'irruption comme ça d'une maladie somatique chez un enfant, ça va venir bouleverser au niveau émotionnel aussi bien l'enfant que la fratrie, les parents et puis même plus largement la famille. Et que à certains moments du parcours, l'enfant, ses parents ou d'autres membres de la famille comme la fratrie peuvent avoir besoin d'une aide psychologique. Donc c'est pas systématique, c'est pas pour tout le monde, c'est pas forcément à tous les moments de la maladie, mais il y a des moments qui peuvent être plus difficiles, comme par exemple
un moment, par exemple, de moins bien, de moins bonne sensibilité à un traitement, un moment de rechute ou une difficulté particulière qui va faire que voilà, bah, ça peut être plus difficile au niveau de l'équilibre émotionnel et ça peut nécessiter un accompagnement. Il y a des D'accord. familles aussi qui sont peut-être plus isolées parfois, qui ont aussi peut-être besoin de plus d'aide que d'autres. On accueillait par exemple dans le service où j'étais des familles qui venaient de tous les dom-toms. Donc souvent Hmm. l'enfant venait avec un seul parent et du coup bah, il y avait toute cette difficulté aussi d'être loin de chez soi, loin de ses repères et d'être hospitalisé pour plusieurs mois en métropole. Donc selon les problématiques, selon la configuration familiale, selon les ressources aussi individuelles, en fait, les familles avaient ou pas besoin d'un psychologue, mais globalement, en fait, souvent, les familles faisaient appel à nous à certains moments pour les aider à traverser des moments difficiles. Et puis, l'aide qu'on pouvait apporter, c'était aussi une aide, par exemple, quand certains enfants arrivaient avec une déficience intellectuelle, un trouble du comportement, une particularité qui faisait que l'hospitalisation allait être peut-être plus difficile pour ces enfants-là, de réfléchir bah, justement à quelles sont les aides peut mettre en place pour tenir compte de leurs particularités et faire en sorte que l'hospitalisation se passe le mieux possible. Voilà, donc on Ok. était là en soutien des enfants, tous les âges de la vie, hein, parce que les plus jeunes, c'était des bébés, les plus grands, des adolescents, enfin tous les âges de l'enfance plutôt. Et puis en même temps, bah, pour aussi les parents. Et puis parfois, on est venu en soutien aussi de grands-parents, par exemple. Mhm. Ok, du coup, tu vois, je trouve que c'est un sujet extrêmement riche parce que ça touche finalement à plein de choses, aussi bien au niveau micro qu'au niveau macro, tu vois. Par exemple, au niveau, j'allais dire macro-politique, j'ai envie de dire que ça touche à la question de l'équité pour l'accès aux soins. Parce que, tu vois, quand tu me dis, bah, par exemple, vous pouviez recevoir des personnes qui venaient des dom-toms, bah, tout de suite, ça vient aussi reposer un peu la question sur les disparités au sein du territoire français et sur, encore une fois, les inégalités territoriales d'accès aux soins. Et même lorsque tu parlais, par exemple, d'enfants qui pouvaient avoir une déficience intellectuelle ou qui pouvaient avoir des troubles du neurodéveloppement ou d'autres particularités au niveau de leur développement et qui venaient vers, voilà, vers cet hôpital et qu'il fallait réfléchir justement aux aménagements, là, pareil, ça touche également cette question un peu macro-politique de l'équité dans l'accès aux soins et le respect aussi de chacun, et puis également des enjeux éthiques qui peuvent être propres ou même, j'allais dire propres à ces enfants, mais j'allais même dire en fait qui pourraient nous toucher tous finalement, parce que les aménagements qu'on fera pour les uns pourront être profités également aux enfants neurotypiques, j'ai envie de dire. Et puis au niveau plus micro, j'ai envie de dire, bah, ça touche aussi la question de après, comment est-ce qu'on peut adapter aussi nous-mêmes nos outils de psychologue, de psychothérapeute pour venir justement à la rencontre de ces personnes qui peut-être, en plus d'avoir des difficultés peut-être à s'adapter à la question de la maladie, il y a peut-être aussi l'adaptation au changement d'environnement et peut-être au changement de culture, ça se trouve, mais aussi par rapport à la question de bah, eux, comment est-ce qu'ils comprennent également bah, ce à quoi ils vont faire face, comment est-ce que les choses vont se passer ensuite pour eux dans les semaines, les mois qui viennent, enfin ainsi de suite. Je trouve que vraiment, du coup, ça touche à des tas d'enjeux, Exactement. voilà, aussi bien individuels que finalement sociétaux, quoi. Donc, Mhm. voilà. Ouais. Euh, et alors, du coup, bon, petite question, est-ce que voilà, est-ce qu'à ce moment-là, tu pratiquais déjà les TCC? Et si oui, rapidement, comment est-ce que tu pouvais adapter tes outils? Parce que je suppose que du coup, bah, nos outils en TCC, ils sont plutôt conçus pour des suivis en psychothérapie qui peuvent être bon, bah, plus ou moins longs, je dirais. Là, peut-être qu'il y avait des personnes que tu allais peut-être voir une ou deux fois. Comment est-ce que tu arrivais justement à ce moment-là à t'adapter toi-même et puis à adapter tes outils? Alors oui, j'étais déjà informée en TCC quand donc dans ce Mhm. service peut-être d'immuno-hémato, ce qu'il faut que je précise, c'est que c'était des enfants principalement atteints de cancer ou de maladies graves Mhm. et qu'une partie du travail était aussi l'accompagnement aux soins palliatifs.
Et puis, c'était un service aussi de greffe, donc de greffe de moelle osseuse. Donc, il y avait aussi tout ce travail d'accompagnement, de préparation à la greffe et puis ensuite d'accompagnement psychologique tout au long de ces soins-là. En fait, les outils TCC, l'avantage, c'est qu'ils sont assez faciles à adapter. Déjà, on a toutes les techniques d'entretien comme les 4 R qui permettent vraiment de favoriser l'élaboration et voilà, de vraiment favoriser la compréhension de la situation. Un outil que j'ai beaucoup utilisé, c'est la relaxation, parce que la relaxation est quand même très accessible aussi pour les enfants, et que quand on est en chambre stérile, bah, la relaxation, ça permet de s'évader mentalement et donc Mm. de pouvoir regagner de la liberté grâce à à l'imagination. Donc j'ai beaucoup travaillé sur la relaxation en visualisation, en fait. Et ces enfants-là, ils sont soumis en général à des régimes stricts au niveau alimentaire du fait des autres traitements qu'ils reçoivent et puis de leur vulnérabilité aussi somatique. Et donc, en fait, ce qui était rigolo, c'est qu'ils me disaient, voilà, je leur faisais imaginer par exemple qu'ils étaient au bord d'une plage, au bord de la mer, sur une plage. Donc ça, c'est assez classique en visualisation. Et ils nous disaient, mais Stéphanie, fais-moi imaginer que je mange un sandwich thon mayonnaise, voilà, vraiment bon, avec beaucoup de saveurs, etc. Ce qui n'est pas très classique, en fait, pour le coup, comme Mm. type d'exercice de visualisation. Et ce qui était intéressant, c'est que les enfants avaient vraiment des stratégies d'adaptation. Ils disaient, bah, ton exercice que tu me proposes, voilà, pour que je me détende, pour que je puisse m'évader dans l'environnement hospitalier, ils avaient bien compris l'objectif. Et en fait, ils étaient capables de dire, mais moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'imaginer que je mange un truc qui est super bon. Parce que ça, je peux pas le manger en ce moment et c'est difficile Mm. pour moi. Donc, voilà, un outil, voilà, pour moi, qui est assez central. En TCC que j'aime beaucoup, c'est la relaxation. Et voilà, et dans ce contexte hospitalier, ben, on voit qu'il est très utile. Voilà, parce que donc il y a Mm. à la fois ce côté, ça me fait un moment où je peux m'évader, mais quand il faut s'endormir à l'hôpital, qu'il y a forcément hein, des bruits de sonnette, des Oui. soucis, il n'y a pas toujours papa et maman qui peuvent rester, etc. Pouvoir faire un peu de relaxation pour s'endormir, c'est très aidant. Et puis, quand les soignants viennent faire des soins, comme par exemple les pansements de cathéter, ça, voilà, les peaux peuvent être un peu fragiles, du coup, ça peut être douloureux. Pouvoir là aussi faire un peu de relaxation pour pouvoir penser à autre chose, détourner l'attention du soin, même s'il est fait voilà, avec douceur, c'est quand même toujours, ça peut quand même être une épreuve pour l'enfant. Donc, de Mm. pouvoir apprendre à détourner l'attention et être autonome sur des exercices de relaxation, c'est quelque chose d'important. Donc la D'accord, super. relaxation, alors bien sûr, il y avait deux types de situations, hein, des situations avec des pensées dysfonctionnelles qu'on peut prendre en charge classiquement en TCC, comme par exemple, je vais pas réussir à m'endormir, alors que bon, bah voilà, en Mm. TCC, on sait comment on peut prendre en charge ces pensées dysfonctionnelles, travailler dessus, travailler aussi en résolution de problèmes, en mettant justement par exemple en place la relaxation, une petite routine de sommeil, etc. Et puis des pensées qui, elles, étaient complètement fonctionnelles et qui s'inscrivaient dans la réalité, hein, qui est j'ai peur de mourir avec voilà, un risque, effectivement. Et donc, où là, effectivement, on est beaucoup plus dans simplement une écoute et puis un travail aussi sur les valeurs, hein, beaucoup centré sur tout ce que nous a transmis Rogers et puis aussi ce qui s'inscrit aussi dans l'acte qui est de se dire, ben, quand on est dans cette phase, par exemple, des soins palliatifs, là, il s'agit effectivement de pouvoir entendre tout ce qui est douloureux, effrayant pour la personne, pour l'enfant, pour ses proches, et puis aussi de pouvoir se dire, bah, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que là, tu as envie de faire dans ce temps que tu as en ce moment, qu'est-ce qui est le plus important pour toi, de quoi tu as besoin, et de pouvoir se centrer sur les besoins, sur les valeurs voilà, donc on est beaucoup dans la vague 3 des TCC et puis ça va de soi quand on est sur le terrain de pouvoir simplement voilà, écouter, entendre la difficulté, la souffrance, la détresse aussi. Et puis le besoin, de quoi tu as besoin en ce moment, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de dire telle chose, et puis de pouvoir être dans cette aide-là, d'amener l'enfant à faire ce qui est important pour lui maintenant dans ce temps-là. Mhm. Ok, super. Et puis Euh, après, plein d'autres choses, hein. On a pu faire de l'économie de jetons parce que des fois, ah.
Il Ouais. faut accepter de voilà, respecter certaines règles à l'hôpital. Et du coup, ça nécessite un effort. Donc, c'est normal qu'il y ait une récompense. Et puis, c'est important. Mm. Pouvoir aussi travailler sur l'importance d'avoir des repères, hein, donc de travailler avec un emploi du temps, pour savoir quand est-ce que l'enseignant passe, quand est-ce que l'éducateur passe, quand est-ce qu'il y a tel soin, quand est-ce que telle personne de la famille va passer, etc. Donc avec les petits, pouvoir amener de la sécurité aussi à travers justement un repère dans le temps de quelles sont les activités, à quel moment, pour pouvoir justement bah, s'adapter le plus possible à cet environnement-là. Ok, génial. Euh, J'aimerais qu'on parle, si tu es OK, un petit peu de tes projets de recherche, ceux auxquels tu as pu participer, ceux qui bah, peut-être que tu mènes aussi actuellement, et puis bah, si tu es OK pour parler des projets futurs également. Donc voilà, je te laisse Ok. nous parler un petit peu de ça. Alors, bah, dans les projets plus orientés, alors dans les projets de recherche, les axes de recherche actuellement, j'ai beaucoup envie de Mhm. travailler sur le jeu en thérapie. Parce que justement, pour avoir été beaucoup, avoir travaillé beaucoup près d'enfants et de familles, en fait, les thérapeutes ont vraiment besoin de support pour pouvoir travailler avec Mm. l'enfant. C'est vrai qu'avec l'adulte, voilà, l'entretien est très souvent suffisant, pas toujours, mais disons que c'est Mm. vraiment voilà, notre support principal. Avec l'enfant, on a besoin d'être souvent plus créatif, d'avoir des supports concrets, de pouvoir échanger autour d'un jeu ou d'une activité de dessin ou d'autres activités avec des petits personnages. Mais en tout cas, souvent de pouvoir avoir un média pour, voilà, pour entrer en relation et puis pour pouvoir aussi faciliter l'élaboration et puis aussi faciliter en TCC, on fait beaucoup de psychoéducation et la psychoéducation, bah, c'est transmettre des connaissances. Et puis, bah, on peut avoir des fois des connaissances un peu abstraites à transmettre quand on veut expliquer, par exemple, ce que c'est qu'un symptôme, par exemple, à un enfant. Donc, du coup, dans cette optique de pouvoir faciliter un petit peu, enfin, aider les cliniciens. Les thérapeutes à aller à la rencontre de l'enfant, à être à s'impliquer dans la thérapie de l'enfant. Avec une collègue de Nanterre, on a développé un jeu qui s'appelle TADA, Mhm. qui est en fait un jeu de psychoéducation pour les enfants qui ont un TDAH, donc un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et leurs proches, la fratrie, voilà, et puis tous ceux qui sont avec eux, autour d'eux. Et l'idée, en fait, c'est que dans ce jeu, en fait, on a des cartes et que les cartes permettent de rendre concrètes des contenus abstraits, comme par exemple l'impulsivité, l'hyperactivité, les difficultés d'attention, mais aussi, voilà, les points forts, quels sont les points forts que ces enfants ont. Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir faire de la psychoéducation sur ce trouble avec un support de type carte illustrée, où en fait les enfants, du coup, ont des exemples concrets de situations qui correspondent à des symptômes ou à des points forts ou à des stratégies qu'on peut mettre en place pour mieux se concentrer, pour réguler son impulsivité ou pour réguler ses émotions. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir développer de la recherche autour du jeu, donc à la fois créer des jeux. Il y a d'autres jeux qui sont en développement actuellement, pouvoir tester ces jeux. Et puis aussi créer aussi voilà, des tests pour les enfants. Donc dans le cadre de ma thèse, j'ai créé un test créé et validé un test qui permet d'évaluer les biais d'attribution d'intention hostiles chez les enfants de 4 à 12 ans au développement typique, et puis chez des enfants en situation de handicap intellectuel. Et chez les enfants qui ont un trouble du comportement, on sait que souvent, en fait, ils ont tendance à attribuer des intentions Mm. hostiles aux autres. Et ce biais de pensée, en fait, il va être un peu, il va orienter leur comportement vers un comportement agressif. Et donc, c'est intéressant de travailler sur ce biais de pensée pour justement travailler sur leurs problèmes de comportement. Donc, voilà, ce test-là. Il a aussi cette vocation justement à pouvoir donner aux cliniciens des outils pour la prise en charge. Donc, un pan de ma recherche, voilà, pour objectif de développer des outils et des jeux pour aider la prise en charge des enfants en thérapie. Et puis, comme je souhaite, et puis un autre pan, c'est de se travailler sur bah, la thérapie des schémas, justement. Mhm.
pouvoir montrer l'intérêt de la thérapie des schémas et son efficacité dans différents contextes. Et donc là, on a mené avec l'hôpital, le centre hospitalier La Chartreuse à Dijon, un projet pour travailler sur la dépression, l'attachement et les schémas inadaptés précoces chez les femmes qui ont un jeune bébé et Mhm. de pouvoir comprendre l'intrication entre l'attachement et les schémas inadaptés précoces dans un contexte de vulnérabilité qu'il a et la dépression. Le besoin d'attachement, c'est un besoin central et puis si ce besoin-là n'est pas comblé, finalement, on va être à risque de développer des schémas inadaptés précoces. L'idée, c'est maintenant de le tester et puis de voir comment dans la pratique, on peut à la fois évaluer l'attachement, évaluer les schémas et voir si avec la thérapie qu'on propose, ça va être notre prochain projet, de voir si justement on arrive à amener les personnes à la fois à travailler sur les schémas inadaptés précoces et puis les assouplir, mais aussi les amener à avoir finalement un attachement, un modèle d'attachement qui devient plus sécure à travers ce travail en thérapie des schémas qui vise justement à travailler sur les besoins non comblés et puis à amener un apaisement justement par rapport à des souvenirs douloureux du passé. Voilà. Et donc, en fait, dans la thérapie des schémas, il y en a plein d'outils pour prendre en charge les patients, mais l'attachement n'est pas forcément beaucoup mesuré pour le moment. Et l'objectif, ce serait de travailler sur justement montrer comment on peut encore améliorer les choses en étant sur une évaluation fine de l'attachement, peut-être avant et après thérapie. Et puis de travailler sur Ok. le couple, hein, dans le cadre de la dépression Mhm. périnatale, puisque nos résultats montrent que finalement, quand la maman a un modèle d'attachement sécure à son conjoint, elle est beaucoup moins à risque de dépression périnatale. Et l'idée, c'est de se dire, bah, pour celles qui sont en dépression, comment on peut évaluer leur modèle d'attachement au conjoint et proposer un programme thérapeutique qui vise à favoriser un maximum de sécurité dans le couple en vue de leur permettre, elles, de sortir de cette dépression, d'éviter qu'elles se chronicisent, parce qu'on sait que c'est des dépressions à risque de chronicisation, et puis aussi parce que quand les mamans sont déprimées, le lien mère-bébé est de moins bonne qualité. Et l'un des résultats de l'étude montre que finalement, plus on est sécure à son conjoint, plus on a un modèle d'attachement sécure à son conjoint, plus on a un lien de qualité avec son bébé. Donc finalement, le travail de couple semble particulièrement pertinent pour cette population-là. Mhm. Donc voilà, un des projets, c'est d'aller sur aussi évaluer, proposer des modèles de thérapie et puis les évaluer en intégrant à la fois ce côté attachement et puis TCC à travers la thérapie des schémas. Ok, magnifique. Franchement, parce que là, tu vois, alors c'est vrai que enfin, on en parle maintenant de plus en plus, justement des challenges que peuvent avoir à relever les femmes qui viennent d'accoucher, les jeunes mères, ou même les femmes qui ont eu un enfant, tout simplement. Et c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à oublier, je dirais que techniquement, il faut être deux pour faire un enfant. Voilà. En tout cas, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est vrai qu'on oublie aussi que ce qui aide également les personnes à traverser tout ce qui peut être dépression postpartum et tout ça, c'est aussi la qualité du lien social. Et du coup, j'avais le sentiment jusqu'à présent que c'était un petit peu mis de côté avec des approches qui étaient plus centrées individu. Et je trouve que du coup, c'est génial de pouvoir justement et intégrer les enjeux autour de l'attachement, autour de la thérapie des schémas, mais également d'être ouvert au conjoint ou à la conjointe de la personne qui vient d'avoir l'enfant, quoi. Donc vraiment super, quoi. Juste rapidement, je voudrais revenir sur les cartes Tada qui... est-ce que tu peux juste déjà nous dire chez qui c'est publié, s'il y a des personnes qui écoutent notre vidéo et qui ont envie justement de se le procurer? Et ensuite, est-ce que ça peut être utilisable et par les professionnels et par les familles? Est-ce que tu préconises d'avoir suivi une formation au préalable ou est-ce que les cartes peuvent être prises en main sans forcément avoir suivi de modules de formation autour? Et est-ce que ça peut aussi, je ne sais pas, s'intégrer par exemple dans un accompagnement plus global? Je ne sais pas, par exemple, est-ce que ça peut être une introduction éventuellement à un groupe Barclay pour les parents s'ils en ont envie? Enfin, est-ce que pour les enfants, ça peut être aussi une introduction vers d'autres types d'accompagnement? Donc voilà, longue introduction avec beaucoup de questions.
Alors, Tadar, c'est son nom, hein. Il est Mm. publié chez Augreffe, voilà. Ouais. Il est composé, en fait, c'est un coffret qui est composé d'un guide, Mhm. voilà, dans lequel il y a des informations sur le TDAH, sur la prise en charge du TDAH. Et puis, il comporte deux jeux. Alors, ça me fait penser que j'ai oublié de dire, en fait, il y a les Ouais. cartes illustrées dont je vous ai parlé. Donc, c'est celui-là. Donc là, il y a Mhm. en fait cette famille de 6 cartes avec que des cartes illustrées qui sont illustrées à partir de situations concrètes que nous ont rapportées des enfants qui ont un TDAH. Donc on est parti de notre Mhm. pratique et des situations des enfants. Et en fait, un jeu de cartes à personnaliser. Et l'idée, en fait, c'est que les enfants, ils puissent créer leurs propres cartes et qu'ils puissent échanger n'importe quelle carte du jeu avec les cartes qu'ils ont créées. Donc en fait, il y a autant de cartes à personnaliser que de cartes illustrées pour pouvoir justement créer des cartes. Et l'idée, c'est que ça peut s'utiliser à la fois en famille ou avec un professionnel. Il n'y a pas besoin d'avoir suivi une formation pour l'utiliser dans le sens où il y a un guide et donc on peut du coup prendre en main assez facilement le jeu. Euh, L'idée, en fait, c'est qu'il y a différentes utilisations qui sont décrites dans le guide. Soit on peut jouer au jeu de cette famille de manière classique. En fait, ce qu'on voit avec nos patients, c'est que de temps en temps, il y a une carte qui leur parle un peu plus et en fait, spontanément, ils élaborent. Donc, ça peut être le patient, mais ça peut Mhm. être le parent aussi qui dit, ah bah, ça me fait penser à la dernière fois, il s'est passé telle et telle chose, voilà. On peut donner comme tâche à domicile de jouer à la maison avec le jeu et notamment avec la fratrie, qui est très souvent force de proposition pour proposer des Mhm. stratégies, puisque l'idée du jeu, c'est de pouvoir co-construire des connaissances sur le TDAH, de pouvoir nommer les problématiques de la vie de tous les jours, dire par exemple, j'ai été inattentive, j'ai oublié mon cahier de texte à l'école, plutôt que de dire, ah, c'est toujours pareil, il y en a marre, le cahier de texte est oublié, etc. Donc de pouvoir poser en fait un mot dessus en disant, bon, j'ai été inattentive, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour ne plus l'être? Donc il y a ce côté vraiment, je prends conscience que ça, c'est un de mes symptômes du TDAH. Et en face, qu'est-ce que je peux mettre comme stratégie? Et l'idée, c'est que toute la famille euh, co-construise comme ça une représentation partagée des symptômes du TDAH, y compris la fratrie. Et en fait, souvent, la fratrie, ce qu'on a vu, c'est qu'elle est force de proposition pour dire, bah tiens, tu pourrais faire ça, on pourrait faire ça, j'ai remarqué telle chose, etc. Du coup, c'est aussi donner une place, voilà, à la fratrie pour parler du TDAH dans des moments qui vont être des moments conviviaux, ludiques, parce qu'on va jouer en fait. Donc, c'est intéressant à la maison, voilà, parce que ça peut permettre de parler des situations problèmes, mais sans être dans la situation problème. Parce que quand on est dans la D'accord. situation problème, en général, ça va générer du stress, des tensions. Ça va pas être un bon moment pour résoudre la situation. On a besoin d'être un peu à distance de la situation pour la résoudre. Donc, le fait d'avoir le jeu, ce que nous disent les familles, c'est que finalement, c'est une bonne occasion pour parler du TDAH et y réfléchir ensemble. Ok. Donc, un accueil favorable des familles et du côté des professionnels, le retour qu'on a, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir des supports concrets pour parler de toutes ces notions-là, ça aide en fait. Et donc, on peut soit en tant que thérapeute l'utiliser de manière comme ça, jeu de cette famille pour justement amener une élaboration un peu spontanée, ou alors on peut faire un travail en disant cette semaine, on travaille sur l'inattention, on prend les cartes de la famille inattention, et puis on va regarder, voilà, quelles sont celles qui te correspondent, pourquoi quelles sont celles qui ne te correspondent pas, pourquoi, et puis quelles sont celles qui pourraient être créées et qui te correspondent toi, en fait. Mhm. Voilà, et puis donc il y a Ok. des familles, il y a une famille inattention, une famille impulsivité, hyperactivité, il y a une famille point fort, parce que l'objectif c'est que l'enfant qui est beaucoup décrit justement selon ses points faibles puisse intégrer une représentation de lui la plus globale possible qui intègre justement ses points forts. Donc, du coup, l'idée, c'est de lui rappeler que, OK, oui, il y a des difficultés et c'est important de les connaître et de mettre des mots dessus, mais il n'y a pas que des difficultés, il y a aussi des points forts. Donc, l'idée, Ok. c'est que l'enfant il puisse avoir une représentation globale de lui-même et puis ensuite qu'on soit en mode résolution de problème qui est très TCC, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation pour éviter à la prochaine fois d'oublier à nouveau le cahier de texte? Mhm. Ok. Et dis-moi, est-ce que tu as d'autres projets encore que tu développes autour du TDAH? Alors, par rapport au TDAH, oui, il y a tout un pan sur schéma et TDAH et Mhm. régulation émotionnelle. Et puis, avec ma collègue Anne-Sophie Deborde à l'Université Paris 8, on a coordonné un ouvrage
qui s'appelle la prise en charge du TDAH par les TCCE, de l'enfance à l'âge adulte, qui va apparaître au mois de septembre et qui est composé d'une quinzaine de chapitres où finalement enfin, différents auteurs ont écrit et présentent en fait différentes façons de prendre en charge le TDAH avec les outils de TCCE. Donc, on a l'axe cognitif chez l'enfant, l'axe comportemental chez l'enfant, la psychoéducation chez l'enfant et chez l'adulte, le bilan aussi, hein, l'étape diagnostique chez l'enfant, l'étape diagnostique chez l'adulte, la question aussi de la prise en charge médicamenteuse, parce que c'est une étape souvent qui questionne notamment les parents Mhm. d'enfants à qui le traitement est proposé, un programme de relaxation chez l'enfant, un programme de méditation chez l'adulte, et puis il y a aussi un programme de TCC chez l'adulte. On aborde aussi l'affirmation de soi, la thérapie des schémas. Les groupes de guidance parentale à travers le programme Triple P. Et puis aussi l'acte pour aider les familles qui ont un TDAH. Je pense que j'oublie rien. Mais voilà, c'est possible qu'il y ait aussi d'autres chapitres. J'espère que j'oublie personne. Mais Ok. l'idée, c'est c'est justement de pouvoir avoir un ouvrage très riche avec des cas cliniques dans chaque chapitre pour voir comment on peut prendre en charge avec les outils de TCCE les personnes qui ont un TDAH, comment on peut les aider un peu à tous les âges de la vie. Parce que même si le TDAH est un trouble neurodéveloppemental, en fait, en thérapie cognitive et comportementale, on a plein d'outils pour aider ces personnes-là. Et parfois, les thérapeutes ne se sentent pas assez formés pour pouvoir prendre en charge les personnes qui ont un TDAH. Et donc, en fait, l'idée, c'était de leur montrer qu'avec tous les outils qu'elles ont acquis au cours de la formation en TCCE, elles peuvent prendre en charge ces personnes-là et que voilà, on a plein d'outils pour les aider. Et le livre est un peu une illustration justement de tous ces outils à différents âges de la vie qu'on peut utiliser et qui ont montré aussi leur efficacité pour la prise en charge. Là, il est plus orienté pratique clinique que recherche. Donc, il est vraiment centré autour de cas cliniques. Voilà, et de comment concrètement on a aidé tel patient qui avait tel TDAH. Super, j'espère que ça inspirera du coup plein de personnes et puis surtout que ça les outillera aussi. Alors, soit pour leur donner envie justement de pouvoir aussi se spécialiser, soit aussi que ça pourra les aider après dans leur pratique parce que finalement, c'est vrai que on parle du TDAH beaucoup chez les enfants, c'est vrai qu'on en parle relativement peu chez les adultes alors que c'est un véritable enjeu. Et puis finalement, peut-être que ça aidera aussi les gens à se questionner parmi les personnes que je reçois, est-ce qu'il y en a qui pourraient être concernées? Oui, non. Et comment est-ce que je peux aussi m'adapter moi et adapter également ma prise en charge thérapeutique. Et puis, ça ouvre plein de perspectives en dehors, je dirais, des perspectives strictement neuropsychologiques qu'on voit habituellement. Donc, OK, donc ça va être aussi très riche là. Dis-moi, est-ce que dans ton parcours, tu as eu des défis auxquels tu as pu être confronté et que tu as eu à relever? Si tu es OK de nous en Alors, parler, des évidemment. défis. Alors oui, des défis. Alors déjà, moi j'étais formée en neuropsychologie. Mm. Mon master, je l'ai obtenu en 2006 et je me suis formée de 2006 à 2008 au TCC. Et à ce moment-là, la neuropsychologie, il y avait trois masters en France. Et les TCC, c'était quand même encore un courant euh, assez peu répandu en France. Donc la neuropsychologie de l'enfant, finalement, on était très peu à la pratiquer. Et puis la TCC de l'enfant, assez vite, enfin au départ, très peu aussi. Donc le premier défi, c'était d'arriver à l'hôpital avec cette double approche neuropsy-TCC un peu différente de la plupart des collègues Mm. et de montrer en fait comment ces outils-là pouvaient être aidants et montrer que ces outils-là étaient aussi intéressants que d'autres outils, d'autres approches en fait. Donc le Mhm. premier défi, ça a été voilà, l'arrivée
à l'hôpital. Alors moi, j'avais été déjà formée pendant mon master à l'hôpital, donc j'ai eu cette chance-là de rencontrer beaucoup d'enfants, de faire beaucoup de bilans neuropsychologiques à l'hôpital et de voir tout le bénéfice de ces bilans-là. Voilà, finalement, riche de cette pratique, ça a été assez facile quand même d'aller à la rencontre des collègues et d'expliquer finalement l'apport du bilan neuropsychologique et puis ensuite l'apport des TCC. Et puis malgré tout, c'était assez nouveau quand même encore en France, mais il y avait quand même des services qui étaient déjà à proposer des TCC. Et j'ai pu être formée notamment à Sainte-Anne pour pouvoir voilà, m'exercer, apprendre la pratique des TCC. Donc, c'était super. Après, bah, les défis, je dirais que chaque thérapie est un peu un défi en soi, hein, donc de pouvoir aussi à chaque fois bah, proposer une aide personnalisée à la personne qui vient, euh, être à l'écoute de la temporalité, respecter la temporalité de la personne, pas vouloir aller trop vite parce qu'en TCC, ben, on a une boîte à outils qui est assez riche, donc on a assez vite envie de mettre en place plein de choses, mais le risque, ce serait un petit peu d'aller trop vite, c'est de vouloir aller trop vite ou de donner trop vite un petit peu les clés, alors que bah, l'objectif, c'est d'amener la personne à comprendre, à analyser la situation, à mettre en place des stratégies qui sont les bonnes pour elle. Donc voilà, c'est un défi de pouvoir voilà, être bien dans le respect de la temporalité de la personne. Le défi, c'est aussi de se dire que bah, finalement, on est dans une profession qui est hyper riche, hyper intéressante, euh, humainement vraiment voilà, très enrichissante, et que finalement, bah, régulièrement dans notre pratique, on va être amené à se dire, bah, tiens, j'aurais besoin d'un autre outil. Il y a finalement cette problématique. Je me rends compte qu'avec les outils que j'ai, je peux pas la prendre vraiment bien en charge, ou je peux la prendre en charge, mais je sens qu'on pourrait faire un travail en plus. Donc, par exemple, c'était le cas, moi, avant d'être formée en thérapie des schémas, de me dire, bah voilà, je sens qu'avec certaines personnes qui ont vécu des traumas, finalement, mes outils vague 1, vague 2, ils aident déjà, bien sûr, à l'adaptation, à un mieux-être. Les gens allaient mieux, pouvaient le dire. Et en même temps, je sentais qu'il y avait quelque chose, voilà, qui était, voilà, qui était pas fini dans la thérapie. Et donc, du coup, bah, l'idée de pouvoir être toujours un peu dynamique par rapport à la formation et de se dire, bah oui, bah, c'est bien de continuer à se former et d'aller vers ces outils qui nous manquent. Au fur et à mesure, on en a besoin parce qu'on va travailler avec une population différente ou parce que on mesure les limites de ces outils. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir toujours eu des collègues qui étaient très dynamiques aussi dans la formation, à la fois impliqué dans le fait de donner des formations, mais aussi d'en recevoir. Et donc, voilà, c'est vrai qu'en TCC, souvent, il y a cette dynamique-là d'enrichissement permanent et puis de réflexion et de curiosité à aller découvrir des nouveaux outils. Donc, à la fois, c'est un défi, parce qu'à chaque fois, il faut quand même être dans cette dynamique d'apprentissage. Et en même temps, bah, c'est une richesse parce que ça ouvre de nouvelles possibilités thérapeutiques à chaque fois. Donc, c'est super. Ouais. Bon, génial. Nous arrivons sur la fin de notre interview. Donc, merci encore. Ça a été super riche. Dis-moi, est-ce que tu aimerais transmettre, je dirais, un dernier message, que ce soit pour nos collègues actuels, pour les futurs étudiants ou étudiantes, les futurs psychologues diplômés aussi. Voilà. Est-ce qu'il y aurait un message un petit peu que tu aimerais transmettre à toutes ces personnes? Le message, ce serait de dire que voilà, c'est un très beau métier que le métier de psychothérapeute et que euh, le fait de pouvoir justement, pour rebondir sur ce qu'on disait de la formation, de pouvoir continuer à être en formation, se former au TCC, voilà, c'est une opportunité qui permet ensuite d'avoir plein d'outils pour aider les autres dans plein de contextes différents, que ce soit la maladie somatique, que ce soit les troubles psychopathologiques, les troubles neurodéveloppementaux. On n'a pas parlé des troubles du spectre de l'autisme, mais c'est aussi un Oui. champ voilà, pour lesquels les TCC offrent des outils intéressants. Donc voilà, finalement, moi j'ai été très heureuse de faire cette formation en TCC parce qu'elle m'a apporté beaucoup d'outils
outil très vite, que j'ai très pu vite utilisé et que j'ai pu enrichir et que je continue à enrichir et qui se complète bien avec les outils issus de la neuropsychologie, en sachant qu'il y a quand même des modèles en commun qui sont les modèles de l'apprentissage, les modèles du traitement de l'information. Donc c'est très facile de lier les deux, ça se complète bien. Et puis du côté de l'attachement, bah, c'est vrai que ce modèle développemental de l'attachement vient aussi apporter un enrichissement au TCC. Et comme ces trois courants s'inscrivent tous les trois dans une démarche, enfin ce sont des approches qui sont centrées sur l'évidence scientifique, c'est vrai que ce sont des approches qui fonctionnent bien ensemble et qui viennent s'enrichir. Donc bah, le conseil, ce serait d'être curieux et d'aller à la rencontre voilà, de différentes, de ces différents courants pour avoir une approche globale de la personne qui permette voilà, d'aider le plus possible. Voilà, sachant que toi-même, tu formes alors à l'université, mais tu avais aussi donné des formations à la PTCCB, si je me souviens bien, sur le TDAH et notamment sur la prise en charge de la douleur, si je ne me trompe Oui, pas. la douleur Oui, aussi, oui. parfait. Ouais, tout à fait. Donc voilà, peut-être des sujets qui réintéresseront des personnes qui écoutent notre vidéo actuellement. Ok, bon bah écoute, merci beaucoup. Juste un dernier petit round, j'allais dire. Donc les cartes Tada qui sont chez Ogreffe et bah, le livre qui sort du coup en septembre, pile poil pour la rentrée, c'est parfait. Autour également de l'évaluation et de la prise en charge en TCCE du TDAH. Et par contre, je crois que nous n'avons pas donné l'éditeur. Est-ce que tu peux nous Alors le oui, donner? c'est Elsevier Masson et c'est dans la collection psychothérapie. Super. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, bah, merci beaucoup pour cet entretien. Et puis, merci Merci. pour ta participation dans le cadre bah, de la PTCCB et son événement autour du mois des femmes pour mettre en avant les femmes qui s'engagent pour la psychologie, la santé mentale et également pour les TCC, puisque c'est notre spécialité. Merci beaucoup. Je te souhaite une Avec bonne plaisir. journée. Au Merci. revoir. Au revoir.